Bonjour, je suis Cathy Vadilio, pédiatre. Je travaille en Espagne et c'est un plaisir d'être ici. Aujourd'hui, nous allons parler d'insuffisance respiratoire aiguë. C'est très important car c'est une des consultations les plus fréquentes au service des urgences et la première cause d'arrêt cardio-respiratoire chez les enfants. Elle est en relation avec 20% des décès d'enfants de moins de 5 ans, ce qui est beaucoup. Qu'est-ce que l'insuffisance respiratoire aiguë? C'est un problème dans les poumons qui les empêche de fournir de l'oxygène ou d'éliminer le dioxyde de carbone. Que se passe-t-il lors des consultations pédiatriques? Pourquoi ce problème est-il si courant? Les enfants ont des caractéristiques spéciales. Par exemple, les nouveau-nés ont une réponse plus faible à l'hypoxémie et à l'hypercapnie. Leurs voies respiratoires sont plus petites, elles n'ont pas de ventilation collatérale et les muscles et le diaphragme sont moins développés. Il existe de nombreuses causes d'insuffisance respiratoire aiguë, mais il est très important de se rappeler que la pneumonie est une cause très courante de maladies graves ou même de décès chez les patients souffrant de toux ou d'essoufflement. Nous devons être vigilants et nous devons identifier les patients atteints de pneumonie et les mettre sous traitement. Dans l'histoire clinique, quelque chose de très important à savoir pour nous est si l'enfant a des paroxysmes ou une cyanose centrale. Si quelqu'un à la maison a la tuberculose ou une toux chronique. S'il y a des antécédents d'étouffement ou d'apparition de symptômes, car dans de tels cas, il faudrait penser à tout le monde. Ou si quelqu'un dans la maison a le VIH, ou si l'enfant lui-même est atteint. Les vaccinations sont également très importantes. Lors de l'examen, ce que nous devons savoir et ce que je recommande, c'est de regarder la fréquence respiratoire et si elle s'améliore ou non. Si l'enfant a moins de 2 mois, plus de 60 respirations par minute correspondent à une respiration rapide. Si l'âge est compris entre 2 mois et moins d'1 an, plus de 50. S'il a plus d'1 an, plus de 40. C'est très important si l'enfant a une cyanose centrale. Parfois, il est difficile de voir. Il faut donc vérifier la saturation d'oxygène. Il existe de nombreuses études dans lesquelles si on met de l'oxygène parce que la saturation est inférieure à 90, la mortalité diminue beaucoup. De nombreuses comparaisons ont été faites en mettant de l'oxygène et des antibiotiques. Et le facteur le plus important pour réduire la mortalité est de mettre de l'oxygène. Nous accordons donc beaucoup d'importance à l'examen de la saturation en oxygène. D'autres symptômes que nous vous encourageons à vérifier sont s'il y a apnée, halte, grognement, évacuation nasale, respiration, sifflante audible, hochement de tête. Normalement, lorsqu'ils ont une insuffisance respiratoire très importante, ils bougent tout le corps. Il faut vérifier si l'insuffisance respiratoire affecte le système circulatoire et si l'enfant présente une tachycardie et une pâleur. Commençons maintenant par les cas cliniques. Le premier cas clinique est un enfant de 3 ans qui vient aux urgences parce que pendant qu'il jouait, la mère pense qu'il a avalé quelque chose et respire avec difficulté. Lors de la première évaluation, il est cyanosé, a une posture étrange et respire avec difficulté. Au triage, l'enfant a le cou tendu, se penche en avant et il a aussi ses bras tendus vers l'avant. Maintenant, nous allons examiner le triangle d'évaluation pédiatrique. L'apparence est mauvaise, avec de l'agitation, de la somnolence. La respiration est tachy, avec fluteur nasal. Lors du triage, nous commençons par une oxygénothérapie avec surveillance de l'enfant qui ne peut pas tousser. Nous pouvons le considérer comme ayant un objet dans les voies respiratoires. Que pouvons-nous faire? Nous avons de nombreuses options et nous devons choisir. On peut commencer par la réanimation cardio-pulmonaire car il ne peut pas tousser.
On peut essayer de retirer le corps étranger avec une manœuvre de cou interscapulaire ou avec la manœuvre de Heimlich et aussi avec des compressions thoraciques. Mais peut-être vaut-il mieux mettre de l'oxygène et attendre. La réponse sont les coups interscapulaires et la manœuvre de Heimlich. Lorsque nous avons un cas d'insuffisance respiratoire aiguë, la première chose à faire est de voir si l'enfant respire ou non. S'il respire, la première chose à faire est d'ouvrir les voies respiratoires, car il a peut-être un corps étranger et nous pouvons l'extraire. S'il n'atteint pas la bouche et nous ne pouvons pas l'enlever, il est peut-être plus profond à l'intérieur et, dans ce cas, il est très important de commencer par des manœuvres de déblocage et, si rien ne sort, d'autres options doivent être lancées, comme l'amélioration de la mécanique respiratoire. Corriger l'hypoxémie et, s'il ne respire pas, la réanimation cardio-pulmonaire doit être commencée. Avec les enfants, avant de commencer, nous devons initier la respiration bouche à bouche et après continuer avec des compressions thoraciques. La deuxième chose que nous devons voir est si l'enfant présente des difficultés respiratoires. S'il ne le présente pas, il peut être dû à diverses causes. Il peut présenter une insuffisance respiratoire due à des causes non pulmonaires, par exemple, problèmes neurologiques, intoxication, neuropathie, problèmes métaboliques, ou il peut avoir une cyanose sans difficulté respiratoire. S'il a des difficultés respiratoires, il faut penser à un problème au niveau des poumons, maladie thoracique, problème des voies respiratoires, parenchyme pulmonaire, maladie cardiaque. Pendant ce temps, qu'est-il arrivé à notre patient? Il ne respire pas normalement et il a peut-être un corps étranger. S'il peut tousser et la toux est efficace, il doit être encouragé à tousser. Mais si la toux n'est pas efficace, nous avons deux possibilités. S'il est inconscient, la réanimation cardio-respiratoire doit être recommencée. Et s'il est conscient, il faut essayer d'extraire le corps étranger. Nous devons donner aux enfants plus âgés 5 coups d'eau et pour extraire le corps étranger. Nous avons deux alternatives. S'il s'agit d'enfants de moins de 1 an, 5 compressions thoraciques. Et s'il s'agit d'un enfant de plus d'1 an, 5 compressions abdominales, ce qui est la manœuvre de Heimlich. Et notre patient, nous lui avons déjà donné les 5 coups dans le dos et les poussées abdominales et il a commencé à tousser. Il change de coloration. Sa saturation en oxygène est de 98% et son inhalation d'oxygène est bonne. Nous faisons une radiographie, le patient continue de tousser et expulse le corps étranger. Nous allons maintenant voir le deuxième cas. C'est un bébé de 15 mois et il arrive parce qu'il tousse et a des difficultés à respirer. Sa mère dit qu'il ne peut pas manger. C'est la première fois qu'il a ce problème, sans épisode antérieur de bronchospasme. Lorsque nous recevons le bébé, il est instable, anasal futaire et des rétractions suprasternales, sous-costales et intercostales. Sa saturation en oxygène est faible, 85%. La fréquence respiratoire est très rapide, 70 par minute, et la fréquence cardiaque est élevée, 180 battements. Quand on écoute les poumons, il a une hypoventilation modérée et on peut entendre des crépitements bilatéraux. On peut penser qu'il souffre de bronchite ou peut-être de pneumonie. Alors, on commence par l'oxygène avec des canules nasales et on met de l'épinéphrine nébulisée, de l'ampicilline. Après le traitement, il va un peu mieux, mais la fréquence cardiaque est de 150 et la fréquence respiratoire de 60 par minute. Un peu moins. Alors la saturation en oxygène est de 89% et la détresse persiste. Avec ce patient, il est très important d'essayer de classer la crise pour optimiser le traitement et suivre son évolution. Car avec le classement, au bout de 3 heures, on peut voir si la crise s'est aggravée ou est un peu meilleure. Par exemple, dans mon hôpital, nous utilisons une échelle dans laquelle nous avons 5 paramètres à observer. Le premier, la fréquence respiratoire.
Le second, l'auscultation. On voit s'il y a hypoventilation, s'il y a respiration sifflante, inspiratoire, expiratoire ou seulement expiratoire. S'il y a rétraction, cela nous donne beaucoup d'informations. Normalement, lorsque le bébé a une rétraction supraclaviculaire, il a une crise modérée ou sévère. Et la saturation, si elle est inférieure à 92%, nous dit que c'est une crise grave. Par conséquent, avec notre patient, la fréquence respiratoire est supérieure à 60%, car elle se situe entre 70 et 60. L'auscultation pulmonaire est médiocre, car il a une hypoventilation sévère et une expiration sifflante. Et nous avons des rétractions suprasternales, intercostales et sous-costales. La saturation est de 89%, donc il a plus de 4 points sur notre échelle, donc la crise est grave. Avec notre patient en crise sévère, nous commençons avec de l'oxygène, avec des canules nasales et nous allons lui donner 2 litres. Mais il continue avec angoisse et la saturation est faible. Quelle concentration allons-nous lui donner avec les canules nasales? Si nous les utilisons sur un bébé de plus de 10 kg, normalement la concentration que nous donnons avec 1 litre de flux est de 24%. Mais si le bébé pèse moins de 10 kg, il est possible que la concentration soit de 45% seulement avec 1 litre. Et si on augmente le flux à 5 litres avec les grands bébés, il est possible de donner une concentration de 40%. Et avec les petits bébés, 55%, ce qui est beaucoup. Quel est le problème? Si nous utilisons des flux de plus de 3 litres, normalement ce n'est pas recommandé en raison de l'irritation. Mais l'oxygène est-il vraiment important? Oui, c'est important, car avec l'oxygénothérapie, nous traitons et prévenons les conséquences de l'hypoxémie. Et quelles sont les conséquences de l'hypoxémie? L'hypertension pulmonaire, l'acidose métabolique, l'hypoxie tissulaire et la mort. Avec un travail respiratoire réduit et myocardie, quel est notre objectif? Notre objectif est d'atteindre une saturation de plus de 90% lorsque le patient n'a pas d'autres comorbidités. Car si nous avons une saturation supérieure à 90%, la pression artérielle de l'oxygène est supérieure à 60%. Dans d'autres conditions telles que l'acidose, l'hypothermie, la septicémie, anémie sévère, lorsque le bébé est mal, il est bon d'avoir un peu plus de saturation, si possible plus de 94%, car il est plus facile de transporter l'oxygène vers les tissus dans ce cas. Lorsque le patient est en arrêt cardiaque, en arrêt cardio-respiratoire, c'est nécessaire de mettre de l'oxygène avec une concentration de 100%. Est-ce vraiment important au travail? Oui, car dans les pays en développement, environ 1,6 million d'enfants meurent chaque année d'infections respiratoires. Et l'hypoxémie est la principale complication. Il y a de nombreuses études, mais celle-ci est très intéressante. En 2008, le docteur Duke a réalisé cette étude. Tous les enfants avec une saturation en oxygène inférieure à 90% au moment de l'admission ont reçu de l'oxygène. Ils l'ont fait pendant 4 ans et après cela, ils ont vu qu'avec les enfants atteints de pneumonie, lorsqu'ils recevaient de l'oxygène, la mortalité diminuait de 35%, ce qui est beaucoup. C'est une diminution très importante de la mortalité et le coût était de $51 par enfant traité, ce qui est moins que les antibiotiques. La diminution de la mortalité était vraiment importante. Dans ce cas, la conclusion la plus importante est que l'utilisation de l'oxygène réduit considérablement la mortalité. Il est donc très important de vérifier la saturation en oxygène de nos enfants. Que pouvons-nous faire avec notre bébé? Il a une saturation de 89% et beaucoup de détresse. Un médecin dit que nous pouvons peut-être lui mettre un masque réservoir
où nous pouvons mettre des canules nasales avec un débit de 5 litres. Un autre médecin dit que nous pouvons commencer par une ventilation non invasive comme le CPAP. Que pouvons-nous faire? Parlons un peu de l'assistance respiratoire. Nous avons les canules nasales et nous allons en parler un peu. Normalement, dans les hôpitaux, nous avons des masques de réservoir qui ont besoin de flux de 6 à 10 litres, ce qui est assez bon avec la concentration en oxygène, car nous pouvons fournir une concentration d'oxygène à 100%. Mais nous avons besoin d'un masque de taille adéquate et normalement avec de jeunes enfants, il n'est pas possible de les utiliser. Il y a une autre chose importante à savoir, la relation entre la saturation et la concentration en oxygène. Lorsque ce rapport est inférieur à 350, les enfants auront normalement besoin d'une concentration d'oxygène plus élevée. Les bébés auront normalement besoin d'une pression pour faciliter l'entrée d'oxygène dans les voies respiratoires. Par exemple, je peux avoir un enfant avec une saturation de 98% et il est avec un masque de réservoir. Et nous lui donnerons une concentration en oxygène de 0,8 ou 80%. Il est très important de voir ce cas, car le rapport est très faible, 120. Dans ces cas, lorsque nous avons besoin de mettre de la pression, il est très important de se rappeler d'utiliser la CPAP, la ventilation non invasive, car avec la CPAP, on donne pression et concentration en oxygène. Que se passe-t-il avec la ventilation non invasive? Pourquoi c'est bon? Parce que c'est un support qui n'envahit pas les voies respiratoires inférieures comme le fait la ventilation invasive. Ainsi, dans un pourcentage élevé de patients, dans 75%, la dynamique pulmonaire est améliorée, la pression alvéolaire est augmentée et les voies respiratoires supérieures restent ouvertes. Les apnées, qui sont très courantes chez les petits-enfants, sont réduites. La ventilation non invasive réduit les alvéoles non ventilés ou affaissés, améliore la ventilation, le taux de perfusion et améliore l'oxygénation. La ventilation non invasive réduit le séjour à l'hôpital, les coûts et améliore le confort du patient. Par conséquent, elle est bonne du bébé. Il est généralement 5 cm dans l'eau pour 5 mm de pression de mercure. Nous devons couper l'un des tubes nasaux et l'insérer dans la bouteille d'eau. Et nous devons mettre quelque chose pour fermer l'autre extrémité que nous avons coupée. Nous mettons les canules nasales normalement et le fixe avec la pression dont nous avons besoin est ce que nous aurons si nous voyons constamment des bulles sortir de la bouteille. Mais peut-être que nous n'avons pas dans tous les pays d'appareils CPAP pour mettre des CPAP. Mais est-ce possible sans eux? Oui, c'est possible, comme le fait le Dr CH au Bangladesh. Il a commencé à mettre des CPAP avec des bouteilles d'eau aux bébés et le taux de mortalité de ces bébés a chuté de plus de 50%. Il est donc bon d'utiliser la CPAP. Par conséquent, il est bon d'utiliser des CPAP à bulles dans tous les centres. Et ceci est un exemple de la façon dont une CPAP à bulles peut être facilement fabriquée avec des canules nasales et un concentrateur d'oxygène. C'est-à-dire, nous devons insérer une extrémité d'une sonde nasale dans une bouteille d'eau. Combien de centimètres? Autant de centimètres que la pression que nous voulons dans les poumons du bébé. Il est généralement 5 cm dans l'eau pour 5 mm de pression de mercure. Nous devons couper l'un des tubes nasaux et l'insérer dans la bouteille d'eau. Et nous devons mettre quelque chose pour fermer l'autre extrémité que nous avons coupée. Nous mettons les canules nasales normalement et le fixe avec la pression dont nous avons besoin est ce que nous aurons si nous voyons constamment des bulles sortir de la bouteille. Car lorsque nous les voyons sortir, c'est un indicateur de la pression positive qui est générée dans les voies respiratoires. La bouteille d'eau dans laquelle le tube respiratoire est immergé doit être marquée en centimètres pour connaître la pression de la CPAP. Il est assez facile de fabriquer
et nous avons normalement ce système dans tous les centres. J'encourage tout le monde à utiliser la CPAP lorsque les enfants ne vont pas bien avec des canules nasales ou des masques faciaux. Nous avons notre bébé qui a commencé la CPAP avec 5 mm. Il a été en soins intensifs pendant 3 jours, puis est rentré à la maison guéri. Ok, nous avons terminé. Merci pour votre attention. Ça a été un plaisir. À la prochaine et passez une bonne journée. Enchantée de vous avoir rencontré.